La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour. Puis bonjour l'Afrique. Bienvenue dans notre émission Grand Angle. Je n'oublierai pas de saluer notre directeur, M. Mamadou Sam, aussi, comme j'en ai pris l'habitude de le faire. Et puis, je salue les mainstream qui s'intéressent à notre émission. Ça leur permet un peu d'apprendre de la géopolitique. Donc, alors, aujourd'hui, avec moi, toujours, Dr Ahmed Messaada, qui est rentré du Canada pour aller à Oran. C'est-à-dire qu'il choisit toujours les belles villes. Hein. Voilà, Alors, Dr Ahmed Messaada d'Oran, bonjour. Bonjour et bonjour l'Afrique. Ah ben, je te fais la surprise. Avec moi, toujours notre compère Zine Sharfawi. Comme par hasard, aujourd'hui, il a pris la place de droite. Il a changé de couleur politique. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM. Ah ben voilà. Grand Angle, est-ce qu'on ne mettrait pas justement ce coup d'État et tiens, on commence à vivre avec les coups d'État en Afrique. Est-ce que c'est le printemps africain? Est-ce que c'est la révolution africaine? Est-ce que c'est une résurrection des leaders et des révolutionnaires africains? Mais il y a un côté, moi, ce coup d'État au Gabon ne me paraît pas trop soft comme les autres coups d'État, comme celui du Niger, comme celui du Mali, comme celui du Burkina. Celui-là, il est un peu entaché de zones d'ombre et c'est pour cela que nous consacrons grand angle à ce coup d'État au Gabon pour mieux comprendre avec mes deux compères qui sont assez calés en géopolitique pour nous faire comprendre, moi et les auditeurs, ce qui s'est passé réellement au Gabon. Alors, sur ce plan-là, un coup d'État au Gabon, après des élections, entaché d'erreurs, d'irrégularités, et puis voilà, ce coup d'État, il vient pour dénoncer justement cette irrégularité. Alors pourquoi on n'a pas installé et donné la victoire à l'opposant à Ali Bongo? Pourquoi c'est des militaires qui ont pris le pouvoir? Qui est derrière ce coup d'État? C'est des questions que je dois vous poser, messieurs, pour que nos auditeurs et nos amis africains comprennent l'enjeu de ce coup d'État au Gabon. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Alors, je commencerai pour une fois. Je te laisse te reposer au balcon. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre des trucs devant ta fenêtre. Je te laisse le temps et je donnerai la parole à Zine Sharfawi. C'est gentil. Alors, rebonjour aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM. Contrairement à ce que l'on a pu observer au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ce qui s'est produit au Gabon ces derniers jours est loin d'être une révolution. Moi, je pense que nous sommes même dans un processus de contre-révolution, mais le terme exact, c'est révolution de palais. Révolution de palais. Donc, pourquoi une révolution de palais? C'est comme diraient les spécialistes en sécurité, nous assistons en fait, il s'agit en fait d'une frappe préventive. Donc c'est une révolution de palais qui a été initiée, qui a été lancée pour éviter justement une véritable révolution. Donc le Gabon, juste pour rappel, pour le rappeler à nos amis auditeurs et auditrices, le Gabon est un pays d'Afrique centrale. Alors, il fait à peu près 300 000 km², 2,5 millions d'habitants. C'est d'abord, de prime abord, un pays extrêmement riche, mais l'inconvénient, c'est que le Gabon est en quelque sorte un paradoxe. Donc vous avez un pays extrêmement riche, c'est un pays pétrolier, il a des minerais très recherchés comme le manganèse, il a du bois, il a plusieurs sortes de minerais. Mais l'inconvénient, c'est que le paradoxe, justement, il est là. C'est que nous avons un pays riche avec un peuple pauvre. Mais cette situation a été maintenue depuis pratiquement l'indépendance en 1960. Et ce système a été maintenu
détenus par notamment la famille Bongo. Donc nous avons Omar Bongo qui a pris le pouvoir depuis 67 et le pouvoir, il ne l'a lâché qu'une fois décédé. Et la succession a été prise en 2009 par son fils, Ali Bongo. C'est un royaume, quoi. C'est une dynastie. C'est une dynastie. C'est un système qui s'est construit au fil des années, qui s'est consolidé. Et donc, c'est un système qui commençait à montrer des craquelures, qui commençait à se fissurer. Et pour éviter justement un éclatement du système, et cet éclatement était prévisible parce que vous avez la population gabonaise qui commençait à montrer des signes d'impatience, des signes d'énervement, des signes de protestation, des signes de contestation, etc. Et comme Ali Bongo commençait à devenir un boulet pour le système qui le représentait, et donc les tenants du système, plutôt que de prendre le risque de voir éclater, d'avoir affaire à une véritable révolution, ils ont préféré eux-mêmes faire une révolution de palais. Et comment cette révolution de palais a eu lieu? Eh bien, c'est en écartant Ali Bongo du pouvoir. Donc, ils ont, en réalité, les élections au Gabon ont toujours été entachées d'irrégularités. Mais c'était un peu l'argument trouvé par les tenants du système pour écarter Ali Bongo et pour mettre à la place un militaire du nom de Brice Oligui Nguema. Tout à l'heure, on pourra en reparler si vous voulez. On pourra dire qui est ce monsieur, quelles écoles il a fréquentées. Mais bon, tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Gabon, c'est le symbole, parce qu'on va y parler, on va en parler tout à l'heure, c'est le symbole de la France-Afrique. Voilà. Alors, le décor est planté. Moi, je dirais tout simplement, je rajouterai quelque chose, comme ça je mettrai un peu de sauce pour notre ami Ahmed, c'est que les mainstream et les médias français surtout, ils ont traité ce coup d'État, on avait l'impression qu'ils jubilaient, que voilà. D'ailleurs, j'ai entendu même un général français, les fameux généraux consultants de LCI, dire que finalement, c'est pas un coup d'État puisque les élections ont été truquées et passées. Être président avec des élections truquées, c'est déjà un coup d'État. Donc voilà le problème. Alors, docteur Ahmed Ben Saad, vous en pensez quoi, vous qui êtes spécialiste des mainstream? C'est clair que la France choisit ses coups d'État. En fait, il y a des coups d'État qui lui plaisent, il y a des coups d'État qui lui plaisent pas. Et apparemment, celui du Gabon plaît aux autorités françaises. En fait, j'aimerais juste vous citer ce qu'a dit Monsieur le ministre des Français des Armées. La France condamne tous les coups d'État. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où les militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu, alors qu'au Niger, les militaires ont avancé comme mobile le non-respect de la loi électorale et de la Constitution. Il existe des doutes sur la sincérité. Vous voulez dire au Gabon? Vous voulez dire au Gabon? Au Gabon, c'est ce que j'ai dit? Vous avez dit au Niger. Non. Il compare. En fait, non, c'est le Niger parce que ce ministre compare ce qui s'est passé au Gabon avec ce qui s'est passé au Niger. Et il dit, au Niger, nous ne sommes pas d'accord. Et il dit pourquoi. Et au Gabon, nous sommes plus ou moins d'accord. Mais il dit, il existe des doutes sur les élections. Mais le problème, c'est qu'il existait des doutes sur toutes les élections de Ali Bongo. Et autre chose, c'est que ces élections n'ont pas été contestées avant le coup d'État. C'est-à-dire que les irrégularités ne sont apparues qu'à posteriori. Et moi, j'aimerais juste revenir à la situation de ce pays, de ce beau pays qui est le Gabon. Le Gabon est un pays extrêmement riche, comme l'a dit mon collègue Zine Choufaoui. Il a un PIB par habitant de 8 820 $ qui le place en 3e place africaine. Il a des richesses, du pétrole, du bois, du manganèse, mais aussi de l'or, des terres rares, des minéraux très très rares qui sont très très utiles pour les industries nouvelles, etc. Et en fait, tous ces richesses sont exploitées, bien sûr, par des compagnies occidentales, en particulier des compagnies françaises, bien que récemment nous avons vu l'intervention, disons, économique et commerciale avec des compagnies asiatiques comme la Chine qui a fait son entrée
en Afrique depuis un certain temps, comme on l'a vu dans d'autres pays. La France a un pied au Gabon depuis en fait la présidence du père d'Ali Bongo, c'est-à-dire Omar Bongo. D'ailleurs, Omar Bongo était considéré comme un pilier de la France-Afrique, sauf que son fils a voulu un petit peu changer de cap et s'est orienté beaucoup plus vers le Commonwealth. Donc, il a fait entrer son pays au Commonwealth il y a un certain nombre d'années, et cela certainement n'a pas plu aux Français, parce qu'ils voyaient dans ce virage un éloignement des intérêts de la France, de leur pays, dans ce pays. Et donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que se débarrasser d'Ali Bongo était quelque chose d'assez intéressant pour la France. Et si c'est fait par un coup d'État, disons, du Sérail, quelqu'un qui vient du Sérail, parce que rappelons que le général Brice Oligui Nguema est, d'après certaines sources, le cousin d'Ali Bongo. Il a été aussi au service d'Omar Bongo, aide de camp de ce président jusqu'à sa mort. Donc il a été vraiment très proche d'Omar Bongo. Donc il était membre aussi de son parti, le parti PDG, et donc il était aussi, lui aussi, le général Nguema est considéré comme un francophile, comme son père. Donc disons qu'avec ce coup d'État, on revient à la France-Afrique pure et dure comme elle existait disons, juste après l'indépendance de ce pays en 1960. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que puisqu'on dit que les élections ont été truquées, normalement, la présidence devrait revenir à celui qui est venu en deuxième position, c'est-à-dire Albert Ondossa, mais ce n'a pas été le cas. C'est donc les militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont placé le général Nguema à la tête du pays, dans ce qu'on appelle un président de transition. Et contrairement à ce qui s'est passé au Niger, apparemment, on n'a pas donné de calendrier de retour à une vie disons, à une présidence civile. D'accord ? Donc, il existe d'énormes différences entre ce qui s'est passé au Niger et ce qui s'est passé au Gabon. On voit très bien, dans ces deux cas pédagogiques, comment les pays peuvent soutenir certains coups d'État et ne pas soutenir d'autres, et même vouloir défendre par les armes certains présidents, et d'autres on les laisse tomber. Donc, comment je pourrais dire ça, là on découvre que finalement la CEDEAO c'est vraiment l'instrument de la France, parce qu'on n'a pas entendu la CEDEAO, c'est la même posture que la France pour ce coup d'État. La CEDEAO, en fait, le Gabon ne fait pas partie. C'est ça. Ouais. Le Gabon ne fait pas partie de. Oui, non, mais je comprends. Elle fait partie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC. Donc c'est une communauté qui est purement monétaire, qui n'a pas les mêmes prérogatives que la CEDEAO, mais n'empêche que nous n'avons pas vu certains pays se déclarer hostiles à cela et vouloir faire la guerre. Pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour rétablir, exactement, tout ça, c'est de ça qu'on parle. Soit on est pour les coups d'État, soit on est contre. On ne peut pas être pour, mais, etc. On ne peut pas être une position entre les deux. Il y a des positions de principe que nous devons garder et ne pas faire de poids, de mesure. De toute façon, nous avons toujours dit que nous pouvons prendre les positions qu'on veut, mais ce sont les peuples qui décident de leur sort. On doit laisser au peuple le choix de leurs dirigeants et ne pas imposer tel ou tel président, ou entre guillemets dans le cas du Gabon c'était plus un monarque, parce que le Gabon n'a connu que 3 présidents, Léomba, Omar Bongo et Ali Bongo, alors que que la dynastie Bongo est restée presque 56 ans au pouvoir, donc c'est plus qu'un demi-siècle. C'est inacceptable
pour prétendre à ce qu'on appelle la démocratie, puis surtout que le parti de Bongo s'appelle le PDG, le Parti démocratique du Gabon. Ouais. Alors, c'est un nom qui est bien choisi, le PDG. Il est resté 56 ans PDG de ce pays. Alors, Zine Chabraoui, Oui. ce chef de la junte militaire au Gabon, au vu de ce qui se passe actuellement en Afrique, cette montée en puissance d'une jeunesse révoltée contre la présence étrangère sur ces territoires, cette renaissance africaine, est-ce que il ne peut pas être une surprise pour la France, puisque la France compte sur lui pour revenir à la France-Afrique, pour consolider sa position dans ce pays, dans l'Afrique centrale? Est-ce que s'il fait des calculs, il voit, d'ailleurs, il y a la montée au créneau de l'opposition qui revendique justement la victoire. Si jamais ça tourne mal, il y a une mobilisation populaire. Est-ce qu'il ne peut pas tourner le dos à la France pour essayer de sauver sa peau, de sauver son trône? Oui, certainement. Au vu des premières actions entreprises par le nouvel homme fort du Gabon, effectivement, il y a une crainte de la part des nouvelles autorités gabonaises d'avoir affaire à la colère de la rue. Vous avez une grande partie de la population gabonaise qui se reconnaissent dans le programme de l'opposition, et on peut effectivement voir ces gens-là demain ressortir dans la rue pour revendiquer la victoire de leurs représentants à l'élection présidentielle. Mais justement, les nouvelles autorités gabonaises sont en train d'anticiper ce scénario, et comment ils l'anticipent? C'est en réunissant les hommes d'affaires, c'est en leur promettant de nouveaux avantages, et avant cela, donc vraisemblablement, les nouvelles autorités gabonaises vont essayer d'acheter la paix sociale pour éviter d'avoir affaire à un scénario à la nigérienne ou à la malienne. Donc en interne, les nouvelles autorités achètent la paix sociale, ils concèdent un certain nombre de choses aux hommes d'affaires, ils vont essayer de faire des promesses à la population. En externe, il y a une déclaration du général Nguema disant que il va respecter tous les engagements internationaux du Gabon. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne va pas toucher aux intérêts de la France, mais également aux intérêts des Américains, du Maroc ou aux intérêts de la Chine ou des États-Unis. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ces dernières années, Ali Bongo s'entend qu'il y a des tensions entre lui et la France, donc il s'est rapproché de la Chine, il s'est rapproché, il a fait adhérer le Gabon au Commonwealth, donc il s'est rapproché de la Grande-Bretagne. D'où son appel à l'aide en anglais. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu un peu son arrêt de mort de la part des Français. Donc aujourd'hui, le Gabon, c'est vrai qu'il y a des intérêts français, mais ces intérêts français sont aussi bousculés par les intérêts chinois et les intérêts anglo-saxons. Donc le nouveau pouvoir actuellement va essayer de composer avec tous ces pouvoirs, mais tout en protégeant un peu plus les intérêts français, parce que comme nous le disions tout à l'heure, le Gabon est le symbole de la France-Afrique. Il y a le scandale d'Elf qui a révélé que le Gabon finançait les campagnes présidentielles, des campagnes électorales en France. Donc il y a, si vous voulez, une relation presque incestueuse entre le Gabon et la France. D'ailleurs, la France, elle a lancé une opération depuis quelques années, depuis le revirement de Ali Bongo, sur ce qu'on appelle les biens mal acquis. Absolument. D'accord. Et les biens mal acquis, il y a un autre pays africain que je citerai, c'est l'Algérie,
qui a des décisions de justice contre d'anciens responsables, parce que c'est le pays africain qui a lancé la plus grande opération d'anticorruption, puisque des ministres, des premiers ministres se trouvent condamnés à la prison pour des détournements et pour d'avoir touché aux biens publics. Donc des biens mal acquis se trouvent en France, et la France ne bouge pas le petit doigt. C'est-à-dire que même dans les affaires de justice, il y a toujours les deux poids, deux mesures de la France. Donc tout dépend de quel côté vous êtes. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, sincèrement, ces derniers temps, on a vu un pont aérien, c'est les informations qu'on a, entre Paris, la France, et la Côte d'Ivoire. Un pont aérien pour déposer beaucoup d'armements, beaucoup d'effectifs. Est-ce qu'il n'y a pas des renseignements qui sont imprémices à d'autres changements dans certains pays africains et que la France ne veut plus vivre le même scénario que Mali, Burkina, Niger? Elle prend les devants pour protéger ses intérêts. En effet, il est clair que depuis 2020, c'est le 8e coup d'État en Afrique. Et si ça continue, en fait, la France va perdre complètement pied en Afrique. Donc, il est de son intérêt, et elle le fait savoir, que ça ne se passera plus comme ça. Je rappelle que lors d'une réunion au sommet français après le coup d'État du Niger, il paraîtrait que le président Macron était fou furieux de savoir que ces renseignements n'avaient pas prévu ce coup d'État. Donc actuellement, c'est sûr que les bouchées sont doubles pour justement se prémunir d'un autre coup d'État qui pourrait malmener la politique france-africaine de la France, quoi. Donc c'est sûr que il y a des similitudes, par exemple, entre certains pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, par exemple, où vous vous rappelez que le président actuel a été plus ou moins placé par les Français et qu'il brigue encore d'autres mandats, etc. Donc il y a eu même une intervention militaire française en Côte d'Ivoire, oui, il y a eu une intervention militaire française. Le président a été mis en prison, il a été jugé, et il a été acquitté plusieurs années après. Il a été acquitté plusieurs années après. Il est revenu récemment en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, son honneur n'a pas été lavé. Je veux dire, par rapport à ce qu'on lui a fait subir, qui a voulu s'opposer à la France. Donc, c'est clair que la puissance coloniale française maintient une chape de plomb sur certains pays. Ouais. Et il est clair aussi que certains pays ne veulent plus de cette chape de plomb. Et on l'a vu en Burkina Faso, au Mali et maintenant au Niger. Le Gabon, c'est une autre histoire, comment on peut le voir. Le Gabon, avec ses militaires très très francophiles, veulent préserver une relation, disons, amicale, sinon collaboratrice avec la France. Mais ça ne saurait durer parce que si on regarde la situation de ce pays qui est extrêmement riche, comme on l'a dit tout à l'heure, il possède une quantité énorme de pétrole, 88% de son territoire est occupé par des forêts, quatrième pays producteur au monde de manganèse, et vous savez, il y a 40% de Gabonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 40%. Le taux de chômage est de 37%. C'est un des plus élevés au monde. Il y a, à Libreville, il y a des coupures de courant, vous regardez les manchettes des journaux, il y a toujours une difficulté à avoir de l'eau potable et de l'électricité, alors que ce pays-là ne compte que 2,4 millions d'habitants. Donc, vous savez, donc c'est clair que la richesse de ce pays n'est pas redistribuée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le 3e PIB par habitant d'Afrique. Normalement, les Gabonais devraient vivre assez aisément, même si en Afrique... D'ailleurs, certains les comparent le Gabon aux Émirats Arabes Unis. Avec les moyens qu'il a, le peuple gabonais aurait pu avoir le même niveau de vie que les Émiratis. Très bien, avec un climat avec un accès à la mer, un très beau climat, des ressources extrêmement diversifiées,
en fait, la situation politique, la corruption, le clientélisme, etc., ont miné ce pays. On parlait de bien mal acquis. Il est très connu que la famille Bongo, en fait, 9 de ses enfants d'Omar Bongo sont poursuivis en France. Cette famille-là possède des dizaines de grandes propriétés de luxe sur la France, en particulier à Paris. Donc, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais juste, conclusion, c'est qu'il y a une énigme, ce qu'on appelle l'énigme africaine. Pays riche égale peuple pauvre. Ça, c'est la règle. Hein. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la révolte des opprimés en Afrique, Ahmed Ben Saada. Oui, c'est sûr que le peuple ne peut pas être endormi comme ça par des mots doux et des berceuses. Le peuple se réveille, les peuples africains se réveillent à l'heure de la mondialisation, à l'heure des réseaux sociaux. Les peuples veulent leur part des richesses du pays et ils veulent pas que leur pays soit des royaumes. Et même dans certains royaumes, les gens vivent bien, mais disons des royaumes où le roi décide de tout, parce que c'est la famille Bongo, disons, ce n'était pas une présidence démocratique, mais c'était beaucoup plus un royaume. Juste pour revenir à Monsieur Brice Oligui Nguema, il est lui aussi accusé d'avoir profité de sa proximité avec Omar Bongo. Il possède énormément de propriétés. Il y avait même un article d'ailleurs qui a fait jaser toute la sphère, disons, d'Internet. Il y avait un article sur Mediapart où on dressait un portrait pas très vertueux, disons, de ce général, et qui a disparu de Mediapart. Sur ordre de qui on sait. Alors on y apprend que ce général possède plusieurs propriétés à Washington, des propriétés au Sénégal, des propriétés en France, au Maroc. C'est un général milliardaire qui a été formé. Qui peut être un futur Bongo. Mais c'est pour ça que l'opération main propre sera limitée dans le temps et sera limitée à quelques personnes. Exactement. J'aime bien quand vous discutez comme ça ensemble. Voilà, moi je peux aller même prendre ma pause, café, et puis je reviendrai. Hein. C'est sûr que ce monsieur il fait partie de la famille Bongo, donc il a tous ses travers. Et tiens, même Pascal Bongo, elle a refait surface. Hein. Oui. Ouais. Et on a oublié une chose, c'est que Ali Bongo, après son accident cardiovasculaire, a voulu placer aussi son fils. Donc la dynastie devait être préservée dans ce pays. On arrive au terme de notre émission et je suis vraiment triste pour le fils de Ali Bongo qui n'aura pas à faire son tour à la tête de ce pays. Dommage pour lui. Allez, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je dis au revoir l'Afrique, paix à l'Afrique, et puis à bientôt sur un autre numéro de Grand Angle. Je vous remercie, Zine Chervaoui. Merci à vous. Merci Ahmed Ben Saada. Merci à vous. Vous avez le temps d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir si Karioula est arrivé ou pas. Allez, au revoir. Au revoir. Technique, il y a des bébés,